Les compagnies aériennes chinoises viennent d'annuler plus de 400 000 vols à destination du Japon à la suite des déclarations de Sanae Takaichi, la nouvelle première ministre de l'archipel. Pour aborder ce sujet sous un autre angle, nous retrouvons un vieil ami de l'émission, Warwick Powell. Warwick, bienvenue à nouveau. Ravi de te revoir, Pascal. Warwick, hier j'ai eu Joanna au téléphone à ce sujet. Elle est originaire de Taïwan, bien sûr, mais elle adopte une perspective très favorable au dialogue entre les deux rives. Elle m'a donné quelques éclairages et je voulais aussi avoir ton avis. Que se passe-t-il actuellement dans les relations sino-japonaises et pourquoi penses-tu que la réaction chinoise a été aussi forte? Écoutez, il est évident que la relation est devenue très tendue au cours des 2 ou 3 dernières semaines. Et dans une large mesure, bien sûr, l'étincelle qui a déclenché la dernière phase d'intensification et la spirale descendante, si l'on peut dire, du moins sur le plan du ton bilatéral, ce sont les remarques faites par la nouvelle première ministre du Japon à propos de la question de Taïwan. À la diète, on lui a demandé quelle était la position de son gouvernement à l'égard de Taïwan, et elle a répondu en la qualifiant potentiellement de question de survie, invoquant la possibilité juridique de mobiliser les forces de défense japonaises en cas d'incident militaire survenant autour de Taïwan. Cela a bien sûr provoqué une réaction diplomatique importante de la part de la Chine continentale, ainsi que certaines inquiétudes de la part de diverses forces politiques sur l'île elle-même. L'île présente un ensemble d'attitudes plus complexes sur ces questions, mais malgré tout, de nombreuses préoccupations concernant la dernière intervention japonaise sont partagées de part et d'autre du détroit. Pékin, je suppose, est extrêmement sensible à la question de Taïwan pour des raisons de souveraineté nationale. Mais dans ce cas particulier, je pense, Pascal, qu'il existe aussi une sensibilité historique bien plus profonde. Je n'ai aucun doute que Joanna aurait retracé une grande partie de cette longue histoire, remontant à la fin des années 1800, lorsque les Japonais ont colonisé Taïwan et ont finalement été contraints, à la conclusion de la Seconde Guerre mondiale, de restituer tous les territoires qu'ils avaient colonisés à leurs anciens souverains, si l'on peut dire. Mais je pense qu'il est vraiment important de se rappeler que l'armée impériale japonaise a envahi la Chine en 1931 et y a mené la guerre jusqu'en 1945. Environ 25 à 30 millions de Chinois sont morts pendant cette période à cause de cette guerre. Et il existe certainement un haut niveau de sensibilité et un point de tension historique concernant l'agression, la barbarie et la militarisation japonaise. Lorsque la République populaire de Chine et le Japon ont normalisé leurs relations bilatérales en 1972 et ont finalement publié la déclaration conjointe, qui, bien sûr, a été largement discutée au cours du dernier jour et demi, des 2 derniers jours, à la lumière de la crise actuelle, les discussions ont effectivement porté sur la question des réparations de guerre. Zhou Enlai, le premier ministre chinois de l'époque qui dirigeait ces discussions, en est venu à la conclusion que le peuple japonais dans son ensemble, la population civile, ne devait pas être puni, pour ainsi dire, en imposant des réparations pour les actions d'un gouvernement précédent. Cela faisait partie d'une négociation visant à tracer une ligne dans le sable, à tourner une nouvelle page dans les relations bilatérales, afin que les 2 pays puissent, en quelque sorte, aller de l'avant ensemble, en mettant de côté certaines de ces questions. Depuis lors, 3 déclarations bilatérales officielles, communiqués et autres déclarations similaires ont réaffirmé cette intention. La reconnaissance d'une responsabilité mutuelle et d'un bénéfice mutuel
à trouver des moyens de coexister, de se coordonner et de collaborer dans l'intérêt de chaque pays et de la région dans son ensemble. Ainsi, lorsque le Premier ministre a récemment fait ses remarques concernant l'île de Taïwan, cela a réellement provoqué deux choses. L'un des éléments était le démantèlement de ces engagements historiques qui avaient en réalité jeté les bases de la normalisation des relations bilatérales. Mais cela a également soulevé la question de savoir si le Japon adhérait réellement et sincèrement aux positions exprimées dans ces différents documents, concernant non seulement sa relation avec le continent, mais aussi sa relation avec l'île de Taïwan elle-même. Si les Japonais devaient considérer un incident autour de l'île, que les Chinois considèrent évidemment comme une affaire intérieure, comme suffisant pour justifier une intervention militaire japonaise au nom de la sécurité nationale ou de la survie, cela signifierait alors, du point de vue de la Chine, que le Japon ne considérait plus Taïwan, ni la question de Taïwan, comme une affaire intérieure chinoise. Et cela alimente les inquiétudes selon lesquelles il pourrait y avoir des tentatives, notamment de la part de l'Occident, de trancher en fines lamelles la question de l'unicité de la Chine. J'espérais, au début, lorsque j'ai entendu ce qu'elle avait dit au Parlement, qu'elle voulait dire qu'une guerre à Taïwan ou autour de Taïwan constituerait une urgence nationale pour le Japon, dans le sens où, bien sûr, l'île japonaise la plus proche se trouve à seulement une centaine de kilomètres des côtes taïwanaises. Mais en réalité, non, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est que si des navires de guerre chinois, des navires du continent, s'approchaient de l'île taïwanaise, cela constituerait en soi une situation que le Japon pourrait tenter de prévenir en utilisant la force de ses forces d'autodéfense. Selon de nombreuses personnes, surtout à gauche, cela constituerait également une violation de la Constitution japonaise, car celle-ci stipule que les forces d'autodéfense du Japon ne peuvent être utilisées que pour la défense du territoire japonais. Et évidemment, quelle que soit la manière dont on l'interprète, Taïwan n'en fait en aucun cas partie. Aucun Japonais ne l'a jamais prétendu d'ailleurs. Mais du point de vue de la Chine continentale, cela a bouleversé tant de choses, tant d'attentes au Japon également, n'est-ce pas? Oui, écoutez, cela a un peu pris tout le monde par surprise. En partie parce que, bien que le continent ait clairement ses propres préoccupations et réserves à propos du nouveau Premier ministre, comme en témoigne l'absence du message de félicitations habituel ou conventionnel, je pense que le continent a aussi tendance à adopter une approche du type « attendre et voir », surtout dans la manière dont il conduit sa diplomatie. Il est entendu qu'il existe de nombreuses questions qui touchent l'Asie du Nord, où la coordination et le dialogue entre le Japon et la Chine sont en réalité essentiels aux intérêts des deux pays, qu'il s'agisse de la stabilité de la péninsule coréenne, de la promotion de la libéralisation du commerce régional et de l'accès au marché, de la coordination économique ou encore des dispositifs de soutien financier permettant, en cas de choc de liquidité dans les économies régionales, de gérer ces chocs de manière appropriée grâce à une action concertée des banques centrales. Il existe donc de nombreux domaines dans lesquels les économies japonaises et chinoises interagissent étroitement, et une approche pragmatique est généralement adoptée. Mais lorsque la première ministre japonaise a fait ses remarques, et je devrais ajouter que lors de sa visite en Malaisie pour l'APEC, elle s'est également rendue dans un cimetière pour rendre hommage aux soldats japonais tombés en Malaisie pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela ne l'a pas rendue plus populaire auprès des habitants de Malaisie non plus. Et encore une fois, cela soulève des interrogations sur le militarisme japonais et les attitudes à ce sujet. Maintenant, je pense qu'il est juste de dire que la majorité des Japonais,
et certainement d'après les retours que je reçois d'amis et de collègues qui vivent et travaillent là-bas, ne soutiennent pas une remilitarisation du Japon telle que la conçoivent les éléments les plus extrêmes du corps politique japonais. Cela dit, certaines inquiétudes subsistent quant au fait que l'actuel Premier ministre provient de ce courant du corps politique, qui tend d'une part à adopter une position plus agressive à l'égard de la remilitarisation du Japon, ce qui se reflète clairement dans ses propos sur la question nucléaire, et d'autre part à exprimer, me semble-t-il, des opinions qui cherchent à remettre en cause la critique, pour ainsi dire, de la barbarie et des hostilités japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale, au point qu'elle a, dans une certaine mesure, participé à un révisionnisme historique. Donc dans l'ensemble, je pense qu'elle incarne un certain ensemble d'attitudes et de forces au sein de la société japonaise qui préoccupent les habitants de la Chine continentale, un grand nombre de personnes sur l'île de Taïwan, ainsi que d'autres en Asie du Sud-Est. Je pense donc que lorsqu'on met tout cela ensemble, la réaction était en réalité tout à fait prévisible, tout à fait compréhensible. Et d'après ce que j'ai entendu, il y a maintenant un effort pour tenter de trouver une voie vers une normalisation qui évidemment n'implique pas une humiliation totale, car c'est là toute la subtilité de la diplomatie, mais qui en même temps oblige le Premier ministre, au moins à un certain niveau, à reconnaître que ses propos ont réellement dépassé les normes historiques. Permettez-moi de dire une dernière chose, et cela joue peut-être un peu en sa faveur, à savoir que nous savons qu'en politique et dans les affaires internationales, il est souvent nécessaire pour les dirigeants politiques, qu'ils soient les plus hauts responsables ou des ministres de haut rang, de peser leurs mots et de calibrer leurs propos de manière à ne pas forcément révéler pleinement leurs opinions personnelles, bien sûr, mais aussi les positions officielles ou officieuses des membres d'un gouvernement. Néanmoins, ils peuvent tout de même faire passer un message. Ils agissent ainsi parce que les normes de la diplomatie exigent réellement un certain niveau de décorum et de bonne manière, si l'on peut dire, afin de laisser à chacun la possibilité de naviguer dans des questions complexes. Donc, à certains égards, elle n'est première ministre que depuis même pas un mois. Et bien qu'elle ait des convictions fortes, et je pense que la manière dont elle les exprime est perçue comme très sincère, car elle reflète effectivement ses opinions sur de nombreux sujets, il y a une petite marge de tolérance, pas beaucoup, mais un peu, en partant du principe qu'elle n'a peut-être pas encore pleinement compris les obligations qui accompagnent la fonction de première ministre, notamment celle de surveiller ses propos avec plus d'attention. Je pense que votre observation est très importante. Je me demande jusqu'à quel point, dans ce sens, la Chine est disposée ou capable de lui accorder une certaine marge. Mais je veux simplement dire que les circonstances dans lesquelles elle a fait cette déclaration étaient très particulières, car c'était en réponse à une question d'un député de l'opposition, un député du Parti démocrate constitutionnel de gauche. C'est le parti qui veut qu'elle retienne cet élan, qui ne veut pas adopter une posture militariste, qui a toujours été anti-militariste. Il a insisté, lui posant plusieurs fois la question, donc cela en ferait-il partie, parce qu'il voulait qu'elle réponde non. Mais elle a répondu oui. Et ce que vous venez de dire est en fait ce que faisait le Premier ministre Abe. Chaque fois qu'on l'interrogeait sur la situation avec Taïwan, il répondait toujours qu'il ne spéculerait pas sur des questions d'une telle importance. Il disait toujours ça. Et elle a en fait utilisé cette même phrase, ou une similaire, au début de sa réponse. Mais quand l'homme a continué à insister, elle a fini par dire « Oui, en fait, ce serait le cas ». Donc en un sens, un de mes amis japonais interprète cela comme un lapsus. Parce que oui, elle y croit, mais elle sait aussi qu'il faut maintenir un équilibre.
Maintenant, le problème qu'elle a créé, c'est que, pour réparer les dégâts, elle devrait se rétracter. Mais cela nuirait à sa coalition de droite, parce qu'ils applaudissent maintenant les nationalistes. Et ce soutien, elle en a besoin, puisqu'elle dirige un gouvernement de coalition minoritaire. Donc, elle ne peut pas aliéner cette aile, et elle s'est mise, tu vois, dans un vrai pétrin, en fait. Oui, écoutez, je pense qu'une grande partie de cela est liée aux dynamiques politiques internes, car évidemment, compte tenu de la manière dont elle est devenue première ministre, il n'existe pas encore de base pour un mandat large qui nécessiterait de convoquer des élections générales. Donc, en un sens, elle a peut-être ressenti le besoin, sous pression, de démontrer sa valeur, en particulier auprès de l'électorat qui l'a soutenu dans son accession au poste. Maintenant, encore une fois, vous savez, les politiciens chevronnés restent très disciplinés, surtout sur les questions susceptibles de provoquer non seulement des réactions très fortes, mais aussi des risques pouvant s'enchaîner de manière incontrôlable. Et par là, je veux dire la possibilité de déclencher des événements en cascade qu'on ne peut pas vraiment anticiper. Du point de vue d'un gouvernement national, la dernière chose à faire est de prendre des décisions alors que l'on sait pertinemment qu'on ignore ce qui se passera ensuite. C'est une démarche extrêmement risquée et on pourrait dire incroyablement irresponsable. Et je pense que dans un environnement aussi intense, être interrogé à la diète a bien sûr une certaine intensité théâtrale. C'est dans la nature des choses. Cela peut amener les gens à perdre le contrôle. Mais on peut aussi comprendre comment la pression du moment peut pousser certains à réagir d'une manière qu'ils n'auraient pas eue si la raison l'avait emporté. Et peut-être, encore une fois, dans ce contexte, il y aura une certaine marge de tolérance. La Chine ne laissera pas passer cela facilement, en partie à cause du fond des questions, n'est-ce pas? Mais je pense aussi que l'erreur, si l'on peut dire, du point de vue du Japon, et vous avez évoqué ces autres îles, dont certaines sont contestées comme nous le savons, c'est qu'en quelques jours, des navires des gardes-côtes chinois ont traversé ces eaux disputées. Et malgré quelques protestations du gouvernement japonais, celui-ci n'a en réalité rien pu faire. Il y a 10 ou 15 ans, il est très peu probable qu'une telle chose se soit produite. Ce à quoi elle a peut-être involontairement donné lieu, c'est le prétexte par lequel une nouvelle normalité s'installe. Je suis sûr que ce n'est pas le résultat qu'elle aurait souhaité, mais c'en est certainement un dont Pékin saura profiter pleinement. Oui, je veux dire, ce qui m'inquiète, c'est que cela déclenche une spirale d'escalade qui, en réalité, des deux côtés du spectre, profite à ceux qui plaident pour un engagement militaire accru afin de trouver une solution. Parce que je crois très profondément que les Japonais ne comprendront pas pleinement la nature de la réaction qui est en train d'arriver. Cela dit, penses-tu que l'intensité et aussi le caractère très public de cette réaction, avec environ 400 000 touristes et voyageurs annulant leur vol? J'ai dit au début que c'était les compagnies aériennes, mais en réalité, ce sont les touristes qui annulent leurs vols et les compagnies aériennes qui les remboursent à cause de la politique. Penses-tu que cela montrera au Japon que, d'accord, c'est un need gap que nous devons mieux comprendre? Oui, écoutez, je veux dire, il est clair que certains problèmes ont été déclenchés, le need gap, la boîte de Pandore, où des sentiments profondément enracinés peuvent être mobilisés très très rapidement. Mais évidemment, les gens voulaient aussi visiter le Japon. Donc il y a clairement une ouverture d'esprit en même temps, n'est-ce pas, d'une autre manière. Je pense que beaucoup de Chinois ont des sentiments complexes à propos de la question japonaise. Et dans l'ensemble, ils ne sont pas seulement disposés à laisser le passé tranquille, mais sont en réalité heureux de se tourner vers l'avenir de la relation.
Et bien sûr, d'un point de vue personnel, pouvoir visiter le pays et profiter de tout ce que la société, l'histoire et la nature japonaise offrent à un touriste, ainsi que Disney, bien sûr, si vous avez des enfants. Et donc, il est clair qu'il existe un risque de contre-coup économique. L'économie japonaise n'est pas en très bonne forme en ce moment, et sa relation économique avec la Chine reste un élément très important du bien-être global du Japon. Je pense donc qu'il va y avoir beaucoup de pression. Il ne fait aucun doute que le nouveau gouvernement en est pleinement conscient. Un envoyé spécial a été dépêché et a rencontré des responsables à Pékin hier mardi. Des images ont bien sûr circulé, montrant l'envoyé quittant les bureaux. Aucune déclaration n'a encore été faite de part et d'autre. Cela laisse penser qu'il y a eu des discussions très franches et directes, qui sont maintenant transmises à la direction pour une réflexion appropriée. Je n'ai aucun doute que, comme je l'ai mentionné, la Chine ne laissera pas passer cette affaire à la légère ni facilement, mais qu'elle est également capable de collaborer avec la partie japonaise, si l'on peut dire, afin de créer les conditions d'un apaisement acceptable de la situation. Encore une fois, il s'agit de pragmatisme. Il n'y a pas grand-chose à gagner à continuer d'attiser cette question si l'on peut trouver un moyen de la calmer plus tôt que tard. Et s'il existe une voie, et si le gouvernement japonais est ouvert à cette possibilité, et il me semble qu'il y a clairement des signes en ce sens, alors je pense que Pékin sera tout à fait disposé à travailler avec les Japonais pour leur trouver une issue. Ce que cela fera cependant, c'est, comme je l'ai dit, je pense que cela crée en réalité une nouvelle normalité. Et cette nouvelle normalité, combinée au changement d'attitude sur l'île de Taïwan, et au fait que l'armée populaire de libération, la marine et les gardes-côtes du continent ont traversé les eaux contestées autour de l'île. Vous savez, ils ne reviendront pas en arrière sur ce point. Ce que cela montre vraiment, c'est que non seulement l'armée populaire de libération a la capacité de contourner l'île de Taïwan elle-même, mais qu'elle a aussi la capacité de pousser cela un peu plus loin. Je veux dire, le danger dans cette situation est bien sûr que les deux nations, la Chine continentale et le Japon, ont la capacité de se causer mutuellement des dommages très réels. Mais jusqu'à présent, la norme a toujours été que, lorsque vous approchez des îles sous l'administration de l'autre partie, vous pouvez faire un peu de mise en scène, mais vous n'utilisez pas réellement la force. Non, ils n'ont jamais utilisé de canons à eau l'un contre l'autre. Ça, c'est aux Philippines. Exactement. Mais il existe aussi une discipline très claire consistant à ne pas exhiber d'armes sur ces bateaux. On les garde toujours cachés, et ainsi de suite. Il y a donc des normes d'engagement très précises. Vous vous attendez donc à un changement de ces normes d'engagement, en réalité. Je pense probablement davantage en termes de fréquence avant tout, parce qu'en réalité, les Japonais ne peuvent rien y faire. Et ils ont ouvert un espace permettant à la Chine de dire « Regardez, vous avez laissé entendre que vous pourriez traiter la question de Taïwan non pas comme une affaire intérieure chinoise, mais autrement. Par conséquent, nous devons désormais être beaucoup plus attentifs à cette partie du monde, dans l'intérêt de la souveraineté nationale. » Donc oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Ces petits codes d'engagement international continueront d'être respectés. Et je pense que les parties, le Japon et la Chine, sont en réalité très très compétentes pour comprendre ces signaux, car dans de nombreuses sociétés asiatiques, une grande partie de la communication se fait de manière très polie et souvent légèrement indirecte, où il faut être attentif à des indices subtils
plutôt qu'à quelqu'un qui vous dit directement quelque chose. Je pense donc qu'il existe une certaine sensibilité culturelle à la façon dont ces communications codées fonctionnent. Et c'est en fait une bonne chose, car ces messages subtils passent. Mais je pense qu'une nouvelle normalité est en train de s'établir. Oui, et il faut aussi dire que, bien sûr, même si le chef du gouvernement au Japon change fréquemment, les ministères restent, les directeurs restent, et tout l'appareil reste. Et cet appareil est très très attentif à essayer de décrypter l'appareil en Chine et inversement. Donc tu as tout à fait raison. La stabilité à ce niveau ne disparaîtra pas nécessairement. Mais sur le plan politique, cet incident a désormais créé la nécessité pour la Chine de taper du poing sur la table et de le faire très très fermement pour dire « c'est ainsi, c'est une affaire interne ». D'un autre côté, cela pose un problème aux pragmatiques de Pékin, car plus la réaction est dure, plus ça pousse en réalité le Japon dans les bras des États-Unis. Et les États-Unis sont restés étrangement silencieux sur toute cette affaire. En fait, le seul regardable querelle entre Tokyo et Pékin est WOTH. Eh bien, Washington a également retiré certains missiles du Japon au cours de la dernière semaine environ. Donc écoutez, je pense qu'il se passe beaucoup de choses ici. Washington veut que ses partenaires, ses alliés, disons, s'impliquent beaucoup plus dans le cadre de cette stratégie plus large de confinement de la Chine. La reconfiguration de l'approche de Washington l'a conduit à pousser ses partenaires régionaux vers des arrangements minilatéraux qui exigent également de ses partenaires qu'ils augmentent leurs dépenses, achètent davantage de machines, de munitions et d'armes de guerre et jouent un rôle de première ligne plus actif. Cela permet à Washington, en un sens, d'ajuster ses propres contraintes de ressources tout en laissant les autres faire le gros du travail. Et je pense que nous voyons cela au Japon, dans une certaine mesure en Corée également, avec les sous-marins nucléaires, la situation aux Philippines, et bien sûr ici en Australie où je me trouve. Ainsi, le Japon joue à certains égards un rôle de proxy très utile dans cette réévaluation plus large de la stratégie américaine, même si l'objectif reste en grande partie inchangé. Je pense que sous ses prédécesseurs, il y a eu une tentative d'exploiter peut-être cette période de plus grande, disons plus grande, responsabilité autonome, afin de développer une certaine capacité qui pourrait permettre au Japon d'être un peu moins sous la coupe, pour ainsi dire. Mais je ne suis pas tout à fait sûr que l'actuel Premier ministre ait vraiment une idée claire de ce que représente cette opportunité. Le comportement, les discussions et la relation visuelle évidente, la relation entre le Japon, la Première ministre et le président Trump, me semble indiquer qu'il existe une affinité un peu différente de la manière dont ses prédécesseurs ont tenté d'ajuster leurs relations avec les États-Unis, qui était beaucoup plus équilibrée, n'est-ce pas? C'était plutôt du genre, d'accord, nous faisons partie de cette alliance, les États-Unis ont des bases militaires au Japon, mais en même temps, les États-Unis veulent que nous en fassions davantage. Nous allons donc exploiter cela comme une occasion de devenir un peu... Je ne suis pas sûr qu'elle fasse cela. Écoute, je pense que l'autre effet de tout cela, Pascal, et cela nous ramène à la question de Taïwan, c'est qu'il s'agit en réalité d'un moment très très fort et opportun pour les antiséparatistes de toute tendance, qu'ils soient étatiques, unificateurs ou autres, de devenir plus offensifs dans leur campagne, leur communication, leur rhétorique, leur tentative de convaincre les acteurs du monde politique, les élites politiques, sur la question de la réunification taïwanaise afin de renouer de manière plus sensée et concrète avec le continent. Je pense que l'élection récente de la nouvelle présidente du KMT
a réellement ravivé cet aspect particulier de l'environnement politique taïwanais. Et cet incident donne, à mon avis, à ce pan du monde politique à Taïwan quelque chose de concret sur lequel s'appuyer. Il faut se rappeler que depuis environ 25 ou 30 ans, on tente d'une certaine manière de désignifier Taïwan. Dans une certaine mesure, il y a eu une tendance à se tourner vers l'héritage de l'occupation japonaise comme partie du patrimoine culturel, et ainsi de suite. Mais cet épisode permet en réalité aux gens de rappeler aux autres à Taïwan que, en fait, leur héritage est profondément chinois. Oui, et rappelons encore une fois, pour tous ceux qui pourraient encore être confus à ce sujet, que le nom officiel du gouvernement de Taïwan est la République de Chine. Rappelons-le bien, d'accord? Parce que dans le discours occidental, cette réalité est tellement mise de côté qu'on pourrait presque croire qu'il existe quelque chose comme une République de Taïwan. Ce n'est pas le cas. Il n'y a que la République de Chine. Mais tu m'as aussi signalé le fait que, désolé, cela va faire deux questions. Premièrement, il existe désormais un lien entre le parti actuellement au pouvoir, le Parti démocrate progressiste de Taïwan, et les efforts visant à se rapprocher du lobby pro-israélien et à renforcer les liens avec les États-Unis par ce biais. Voilà pour la première. La deuxième question, si tu as le temps d'y répondre, c'est pourquoi tu penses que certains aspects de la posture de défense du Japon ont bien plus à voir avec la Corée du Nord qu'avec la Chine. Par exemple, toute la question des missiles. Le Japon, il y a 2 ans, a changé sa doctrine en déclarant « Oh, nous ne nous contenterons pas d'abattre les missiles entrants, nous pourrions aussi frapper les bases de lancement. » Cela a été perçu comme une escalade par la Chine, mais en réalité, dans environ 95% des cas, ce à quoi les Japonais pensent, c'est la Corée du Nord. Pourquoi n'y a-t-il pas une fenêtre d'opportunité pour que la Chine contribue à renforcer la stabilité régionale par un dialogue sur la sécurité régionale? Car si la Chine aidait le Japon à apaiser ses craintes vis-à-vis de la Corée du Nord, cela aurait un réel impact et aiderait beaucoup le Japon. Et je ne dis pas qu'il faut désarmer la Corée du Nord. Je dis qu'il faut créer des forums communs de discussion, car les Japonais n'ont pas la même capacité à dialoguer avec les ministères nord-coréens qu'avec les ministères chinois. Désolé, 2 questions différentes. Laquelle veux-tu aborder? Écoutez, je vais d'abord aborder la question de Lai Ching-te, qui est le dirigeant de Taïwan. Il est vrai que, depuis environ 1 mois, il a été assez explicite dans sa volonté de créer des rapprochements entre ses propres impératifs politiques et ceux du lobby israélien. L'AIPAC, à la fois par le biais d'une visite qu'une délégation de l'AIPAC a effectuée récemment à Taipei, où elle a été reçue et traitée comme un invité de tout premier plan, et par des déclarations très explicites sur la manière dont elle considère l'expérience israélienne comme un modèle pour Taïwan, notamment sur le plan défensif, le modèle dit du port épique. Je trouve ces démarches envers le lobby israélien très intéressantes, car elles suggèrent que lui et ses alliés sur l'île craignent que Washington ne soit plus le soutien naturel aussi solide qu'il l'était autrefois. Mais il comprend que le lobby israélien exerce une influence considérable à Washington et cherche à en tirer parti. Le risque qu'il court, à mon avis, est que cela pourrait aliéner beaucoup de gens dans toute la région, ainsi que de nombreux habitants de l'île qui trouvent ce qui se passe au Moyen-Orient, à Gaza et ailleurs, profondément répugnant et qui sont consternés par le nettoyage ethnique qui a été mené. Je ne savais pas trop si nous pouvions le dire, car je ne savais pas vraiment comment l'algorithme réagirait. Ça ne changera rien. Ce n'est pas grave. La majorité de la population mondiale sait que c'est un génocide et en parle.
Et donc, je pense que ce niveau d'alignement de l'HT avec l'administration Netanyahou en Israël, ainsi qu'avec l'AIPAC comme moyen d'influencer Washington, risque en réalité de saper la position qu'il conserve encore sur l'île elle-même. Et cela, je crois, combiné à la nouvelle présidente du KMT et à ces autres événements que nous avons essayé d'analyser dans cette discussion, ouvre un nouvel épisode, peut-être, des dynamiques trans-Détroit qui étaient tout simplement inconcevables il y a encore un an, où des personnes sérieuses parlent désormais de la nécessité pour Taipei et Pékin d'avoir à nouveau un dialogue significatif sur ce à quoi ressemblera le monde demain et dans 10 ans. Bien sûr, il y a des partisans de la réunification sur l'île, mais il y a aussi des personnes qui ne le sont pas et qui cherchent néanmoins une autre forme de règlement pacifique. Ces voix avaient été largement marginalisées pendant probablement 8 ou 9 ans. Mais je pense que les événements récents donnent un nouvel élan à ces voix pour qu'elles reviennent sur le devant de la scène. Il sera intéressant de voir comment cela évolue, à la fois en raison des dynamiques à Washington même, et bien sûr des dynamiques plus régionales. Écoutez, je pense que la question de la RPDC est extrêmement importante. Elle est malheureusement mal comprise par beaucoup en Occident, car on la présente simplement comme un État voyou, un royaume ermite, ce genre de choses. Mais c'est clairement une composante très importante de l'architecture de sécurité régionale, ou de l'absence d'une telle architecture. C'est une puissance nucléaire. Elle a la capacité de livrer des ogives nucléaires à portée transcontinentale. On ne peut pas l'ignorer. Et il est compréhensible que les pays de la région et de ses environs, compte tenu de leur histoire, aient des inquiétudes. Il est dans l'intérêt de tous qu'une forme d'entente et de détente puisse être atteinte, leur permettant d'avoir moins de craintes vis-à-vis des autres acteurs régionaux en matière de sécurité. Et je pense que vous avez raison de dire que Pékin est en position, avec les Russes qui ont renouvelé un accord militaire ou sécuritaire avec la RPDC, de finalement conduire un dialogue plus constructif dans la région. Le moment actuel est bien sûr assez difficile en raison de ce qui se passe en Ukraine. Cela rend difficile pour les alliés américains d'entretenir des relations avec la Russie sans que le reste du monde ne les critique. Pourtant, Moscou est en réalité un acteur important aujourd'hui en ce qui concerne la question nord-coréenne. N'oublions pas que la Russie s'étend également au-dessus de la Corée du Nord, jusqu'à la côte Pacifique et à la péninsule du Kamtchatka. Ainsi, la Russie, Pékin et la RPDC, trois puissances nucléaires qu'on ne peut ignorer. Et je pense que le Japon doit retrouver la raison. Avec le temps, il devra se pencher sur la question de savoir s'il peut réellement assurer sa sécurité dans la région tant que des troupes américaines y sont stationnées. Ce n'est pas une question à 5 ans. C'est une question à 10, 20 ou 30 ans. Mais tant que ces problèmes ne seront pas progressivement résolus, le Japon restera, je pense, toujours sur des charbons ardents. Il serait sage, à mon avis, que le Japon se concentre sur ses priorités. L'île de Taïwan n'est en réalité pas une question de survie pour le Japon. La RPDC, si. Et la question de la RPDC est mieux gérée si l'on a la capacité de travailler avec la Chine et la Russie pour trouver des moyens d'engager un dialogue avec Pyongyang. S'ingérer à Taïwan n'est pas une très bonne façon d'y parvenir. Ce n'est pas le cas. Je continue de penser que la clé de la sécurité et de la stabilité en Asie du Nord-Est pourrait en réalité se trouver en Mongolie, qui entretient d'excellentes relations avec tout le monde, y compris les Russes, et pourrait inviter à un dialogue sur la sécurité au niveau de sous-directeurs entre les ministères de la Défense. Et ils viendraient probablement. En fait, ils l'ont déjà fait auparavant. N'importe quelle excuse pour rendre visite serait saisie à pleine main.
S'il y a la moindre occasion pour moi de me joindre à vous, j'adorerais le faire. Je vais continuer à y réfléchir. Warwick, merci beaucoup. Y a-t-il encore quelque chose à aborder dans la discussion sur ce point? Ou penses-tu que nous avons couvert environ 80%? Je pense que nous avons abordé les grandes questions dont nous avons connaissance et, espérons-le, contribuer à éclairer un peu les dynamiques en jeu et, en fin de compte, les véritables priorités. L'implication du Japon dans la question de Taïwan n'est tout simplement pas une priorité japonaise. Il existe de nombreux autres enjeux bien plus importants sur lesquels le Japon doit réfléchir et agir. En réalité, la Chine fait partie de la solution pour bon nombre de ces questions, pour le Japon comme pour l'ensemble de la région, et ce pour des raisons évidentes. Vous savez, c'est la plus grande économie et la nation la plus puissante de la région, et on ne résout pas les problèmes régionaux sans s'engager avec elle de manière constructive. Je vais essayer de trouver un expert japonais pour en parler également. Warwick Powell, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Un plaisir absolu, Pascal.